Vous aimez les mélanges. Et Predator, c'est un film où se mélangent a priori des catégories qui ne se mélangent pas, le film de guerre, le film de science-fiction. Et cette hybridation, l'idée de renouveler l'action dans le cinéma hollywoodien en y injectant des mélanges, donc de façon un peu baroque finalement, on peut évidemment penser à Shakespeare, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai l'impression. You use whatever tools you have. In Juilliard and in various other places, it made me go through a lot of Shakespeare. And he told most stories or most situations that you'll find in a movie. It's in Shakespeare somewhere. And it is also what is very useful in that modern people can't understand the words. Right? It's almost like they're speaking a crazy foreign language that no one understands. But if you can make it clear what's going on, well, it's sort of like working on a movie. It's make the sound of the language right and make the visual context of the drama right, and we'll understand what's going on even if we don't understand the words. Vous savez, j'ai un peu envie de vous dire, on utilise tous les outils qu'on a à portée de main lorsque l'on fait un film. Et moi-même, lorsque j'étais étudiant à l'école de Juilliard de New York, eh bien, il nous faisait lire énormément de Shakespeare. Et quelque part, tout ce que l'on voit dans les films aujourd'hui, et à l'époque également, tout ce que l'on voit dans les films, presque tout ce que l'on voit dans les films, Shakespeare, à un moment donné, l'a traité dans une de ses pièces. Il a parlé de toutes les situations possibles, humaines possibles. Et donc c'est évidemment un terreau énorme et très providentiel pour un réalisateur. Mais c'est vrai que le phrasé de Shakespeare, les mots de Shakespeare, eh bien c'est un parler que l'on ne comprend pas forcément, qu'on a du mal à comprendre, du mal à appréhender. Et en tant que réalisateur, j'ai un peu envie de dire, si on transforme donc les mots de Shakespeare dans un langage clair, et quand je dis dans un langage clair, me dit John McTiernan, que ce soit les paroles, mais ça peut aussi être le visuel, l'aspect visuel, la transposition, la métaphore visuelle de ce qu'a écrit Shakespeare, si on en fait quelque chose de clair, eh bien ça fonctionne, et je crois que tout est là. You know that the first role that people saw of Robin Williams was he played Mork. He showed up in a television show as a creature from another planet, and he spouted this schizophrenic word soup that no one had ever heard anything like it before. They were just astonished. Okay. I was in the second class at Juilliard. He was in the first class. And what he was doing really was making fun of the Shakespeare he'd learned. If you listen to the rhythm of it, it's really nonsense Shakespeare. And that's where that character came from. Et vous savez, Robin Williams était lui-même étudiant à la Juilliard School. Et à ses tout débuts, au tout début de la carrière de Robin Williams, eh bien, il y avait un show télévisé dans lequel il intervenait en tant qu'extraterrestre, une créature qui vient d'un autre monde, Mork. Et il avait un phrasé qui était très étrange, on ne comprenait rien en fait, une espèce de blabla un peu curieux, une soupe de mots, nous dit John. Et vraiment, c'était vraiment impressionnant. Et ce qui était encore plus impressionnant, c'est lorsqu'il s'est rendu compte qu'en fait, c'était du Shakespeare. Parce que Robin Williams était lui-même étudiant à la même école, à la Juilliard School, sauf que lui était en première année lorsque John McTiernan était en deuxième année, mais il a compris qu'en fait tout le Shakespeare, toutes les pièces de Shakespeare qu'on leur avait fait lire donc, dans cette école, eh bien Robin Williams avait réussi en fait à le sortir d'une manière complètement inintelligible, mais le rythme et la couleur et le phrasé, etc., de Shakespeare se retrouvaient lorsqu'on était au courant, évidemment, et c'est ce qui faisait la classe de ce qu'il a réussi à faire. Alors pour rester un peu sur Predator, qui est un film quand même très très impressionnant, comment s'est passé le tournage? Parce qu'il semble que vous avez tourné dans des conditions extrêmement visiblement difficiles.
Vous avez inauguré des effets spéciaux qui ne se faisaient pas à l'époque. Il y avait vraiment eu, la créature fait partie des premiers effets spéciaux numériques. Et donc, comment tout ça s'est... Est-ce que ça s'est fait facilement? Sans doute pas. It got easier in the middle of the shooting. At first, we were sent to Puerto Vallarta for corrupt reasons. There was someone involved in the production who had a house there. And there's no jungle, and it's on it's a resort city on the west coast. Okay. And the cameraman was Don McAlpine from Australia, wanted to shoot it on the other coast in Palenque, where there's real jungle. And the studio wouldn't let us because of the influence of some people who were taking money out the side because in real estate. Okay. And we got about halfway through the film and we had a delay because the first monster was terrible and we had to get a better monster. And then, by then they'd seen the stuff that I was shooting and I had enough credibility with the studio to say, can we please go get some actual jungle? And so we finished it in Palenque, and it wasn't, no. We had to learn how to work in Mexico. We had to take over all the food sources. Upper class Mexicans never get sick. There's standard technology of how you disinfect everything in all the good restaurants in Mexico City and all the homes of the well-off, the educated people in Mexico. And you just have to make sure that that's what the crew eats. And you don't let them go off whatever. The worst trouble we had actually was over on the populated side in Puerto Vallarta. Arnold was so sick for a while he was doing scenes with he had an intravenous water bottle hydrating him. They'd unplug him, he'd go through 2 lines and then he'd come back and they'd put the intravenous back in. En fait, par rapport à ce film, donc Predators, je dois vous avouer que le tournage a été relativement aisé à partir du milieu, on va dire. Mais le début a été un petit peu sportif. Pour plein de raisons un petit peu obscures, des raisons de corruption, etc., de certains membres de la production à l'époque, etc., on s'est retrouvé à filmer dans une ville au Mexique, Puerto Vallarta, qui est une station balnéaire, on va dire, qui se trouve sur la côte ouest au Mexique. Et donc on s'est retrouvé là-bas pour faire le film. Et puis moi j'avais un caméraman, un chef opérateur en fait, qui venait d'Australie, et avec lui on s'est dit oui mais nous ce qu'on voudrait c'est tourner des scènes de jungle, évidemment, vous avez vu Predator, vous savez qu'il y a beaucoup de scènes de jungle, mais on voudrait les tourner dans la vraie jungle. Et la vraie jungle en fait, eh bien, il y en avait une dans une ville qui s'appelle Palenque, qui se trouve de l'autre côté, sur l'autre côte. Mais lorsqu'ils ont demandé au studio est-ce qu'on peut emmener tout le monde de l'autre côté, le studio a dit non, parce que voilà c'est trop compliqué, c'est trop cher, etc., etc. Et à ce moment-là, ils ont quand même fait le film, ils ont tourné ce qu'ils ont pu. Et lorsqu'ils étaient à peu près à la moitié du tournage, eh bien, ils se sont rendus compte que le monstre qu'ils avaient créé pour le film n'était pas génial, qu'il pouvait être largement perfectible. Mais quand même, ils avaient tourné suffisamment de scènes pour que John McTiernan ait un poids par rapport au studio et leur fasse voir les rushs et leur dise voilà ce qu'on a fait, c'est prometteur, mais vraiment maintenant, il faudrait qu'on puisse aller tourner des vraies scènes de jungle dans la jungle. Et finalement, le studio dit d'accord, ok. Et donc, ils sont partis à Palenque, ils ont pu tourner là-bas, et ça a été relativement aisé, mais John nous précise quand même
qu'une des choses les plus compliquées qu'il ait eu à gérer pendant ce tournage, c'était la nourriture. Parce qu'au Mexique, les Mexicains, si vous voulez, de la classe supérieure, la classe un peu aisée donc du Mexique, ne tombent jamais malades. Parce qu'il y a une infrastructure pour ces gens-là, une infrastructure qui existe, qui désinfecte la nourriture, etc., etc. Et donc on sait à peu près ce qu'on mange, et eux ça va, ils ne sont pas malades. Et lui, il essayait de faire en sorte que tous les membres de son équipe ne tombent pas malades, et donc mangent de la nourriture qui a été traitée pour cette fameuse classe supérieure. Et ça n'a pas été très facile, ils ont eu beaucoup de problèmes, et notamment une scène avec Arnold Schwarzenegger, ils étaient obligés en fait de l'hydrater en permanence avec une bouteille d'eau en intraveineuse. Enfin, c'était on va dire, l'aspect le plus rock'n'roll du tournage. Là, justement, on parle d'Arnold Schwarzenegger. Vous avez tourné 2 fois avec cet acteur, donc Predator, et puis surtout un film qui est certainement un de vos films les plus personnels, puisque c'est presque une réflexion sur votre cinéma, qui est Last Action Hero, où il incarne finalement une icône de ce qu'est le héros dans les films de John McTiernan. Qu'est-ce qui vous intéresse chez cet acteur qui est vraiment un corps très particulier et en même temps très représentatif de la silhouette humaine des années 80, c'est-à-dire le bodybuilding, la machine, etc. Qu'est-ce qui vous intéressait chez cet acteur, dont vous êtes sans doute le cinéaste qui l'a le mieux utilisé? I like Arnold. I've always liked him. He is as strong as he looks. In here, he is as strong as he looks out there. Movie with him a few years earlier. I don't remember what it was called, but it was the first time that we'd seen him. Pumping Iron. Pumping Iron, yeah. And he was fascinating in it. He is genuinely a fascinating man. So I had no difficulty, crafting the image of a hero, because I respected him. I don't know if that answers your question or not. Il se trouve que j'ai toujours apprécié moi-même Arnold Schwarzenegger, nous dit John McTiernan. Arnold Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui est aussi fort qu'il en a l'air. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fort là-dedans, en plus d'être fort dans son corps. Et moi, c'est vrai que je l'ai vraiment, encore une fois, toujours aimé, toujours apprécié, et donc je n'ai jamais été tenté de le tourner en dérision quelque part. Je voulais vraiment l'envisager, l'utiliser en tant qu'acteur, en tant que comédien, dans sa dimension héroïque. Alors il faut savoir qu'avant que Arnold Schwarzenegger joue dans Predator, il avait fait quelques années auparavant un film avec Bob Rafelson, que Bob Rafelson avait réalisé, qui s'appelle donc Pumping Iron, et un film dans lequel il était déjà très bon, en tout cas dans lequel il était utilisé vraiment à très bon escient. Et moi, enfin, en ce qui me concerne, je pense que c'est quelqu'un de tout à fait fascinant, en tout cas il me fascine, encore une fois. Et voilà, pour moi, il n'y a vraiment aucune difficulté de le filmer, de le représenter en tant que héros, dans la figure du héros. Je propose qu'on passe à quelque chose d'un peu concret. On va voir, on a préparé 3 extraits de films, donc on va les voir. Après Predator, donc vous réalisez Die Hard, Piège de cristal, qui est un énorme succès, qui lance aussi la carrière de Bruce Willis comme héros, comme acteur de film d'action. Et après Die Hard, après le succès de Die Hard, vous ne faites pas la suite, mais vous faites un film qui s'appelle Red October, à la poursuite d'Octobre Rouge, qui est un récit qui est l'adaptation d'un roman de Tom Clancy, d'un best-seller, qui est un récit de guerre froide en fait, qui est une histoire de sous-marin soviétique qui fait défection, mais on ne sait pas s'il va attaquer l'Amérique, c'est un sous-marin nucléaire, ou s'il va se rendre aux Américains. Donc il y a un suspense, il y a une poursuite, etc. Et avant qu'on parle du film, et surtout au-delà peut-être du film, peut-être de quelque chose de plus large qui serait la manière de mettre en scène chez John McTiernan, je propose qu'on regarde les toutes premières images du film, juste avant le générique. C'est pas très long, parce que c'est une scène un peu particulière, et je crois que John a un certain nombre de choses à dire sur cette séquence. Voilà. Est-ce qu'on peut lancer le début à la poursuite d'Octobre Rouge?
täällä Drigeteveris kävitään. Driga. Isro. Pääräyttäisikö? Paraa. New. Paraa. Parle de cette séquence qui est très impressionnante. On passe finalement du très gros plan à un plan non seulement général mais monumental avec ce décor et ce qui fait un effet immédiatement extrêmement impressionnant sur le spectateur. Et je voudrais qu'il nous raconte comment a été conçue cette scène et comment elle a été tournée et combien elle a coûté. We actually built it. That's a big pile of steel, two 600-foot long barges. And it cost an absurd amount of money. I don't know, more than $500,000. And my premise was that if you didn't believe that the submarine was real, and you didn't think that the submarine was a monster, that none of the story mattered. It was as simple as that. It was the only time the thing was on the surface. It was the only time you could compare its size to anything else. And they didn't have digital effects that were plausible. At the time, one could always see it was phony. And that if the audience thought that the submarine was phony or was a concocted thing, then the story simply didn't exist. So that was why I pushed so hard to get to shoot that. The background is all from it's on the Alaskan coast. It was pretty near where they sank the Exxon Valdez. And the rest of it was shot actually in Los Angeles Harbor. We weren't allowed after, for some reason while they were in the middle of building the thing, it tipped over. And from then on, the insurance company wouldn't let us take it out of the breakwater. So I had to figure out how to get the shots without ever going out of the harbor. En fait, ce que vous voyez à l'écran, donc ce bateau immense, enfin ce sous-marin immense, on l'a vraiment construit. C'est-à-dire que ça fait centaines de mètres de long, c'est vraiment énorme, et puis c'est du vrai, c'est du concret, hein, c'est du métal, de l'acier, une vraie structure d'acier, et on l'a vraiment construite. Et ça a coûté un montant en dollars totalement absurde.
Mais j'ai vraiment insisté à ce moment-là parce que mon point de vue c'était que si vous ne croyez pas dans les premières images, si vous ne croyez pas que ce que vous voyez est vrai, alors rien de ce que vous allez faire voir dans tout le reste du film n'aura d'importance, vous n'y croirez pas. Et moi donc c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment que dans ces premiers plans, c'est-à-dire les plans en fait où le bateau est à la surface, donc les plans où on peut le comparer visuellement avec d'autres éléments, des personnes, etc., et où on peut vraiment se rendre compte de l'aspect gigantesque et presque monstrueux du sous-marin, je voulais vraiment que ça ait l'air le plus réaliste possible. Et il se trouve qu'à l'époque où donc on a fait ce film, eh bien les effets spéciaux, visuels, images de synthèse, etc., il n'y en avait pas, ça n'existait pas, en tout cas c'était pas crédible, on ne pouvait pas y croire une seconde. Donc il fallait vraiment construire. Mais ça a été assez compliqué. En fait, on a tourné certaines séquences très près finalement de l'endroit où le bateau l'Exxon Valdez a été coulé. On a tourné d'autres séquences, dont celle que vous avez vue, dans le port de Los Angeles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, un moment de la construction donc, de ce truc gigantesque, eh bien, toute la structure métallique a commencé à se retourner et à sombrer dans l'eau. Et là, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les compagnies d'assurance qui assuraient le film ont dit que non, finalement c'est dangereux, donc vous n'allez pas. Au départ, ce que John voulait faire, c'était emmener la structure en pleine mer pour faire les plans. Mais donc les assureurs ont dit non, vous n'emmenez pas la structure en pleine mer, il reste dans le port. Et donc il a fallu être très créatif pour faire tous les plans qu'on a pu voir, mais en restant dans le port de Los Angeles. And as for the sequence, well, I don't know that I articulated it at the time, but it was the drama is what's going on in the mind of that man. That, well, I wanted to start the movie on the mind of that man, and just let the camera sit there for a long time, so that you're right there in his face. And he says a number of things which, and I don't know whether it comes through or not, but the hope was that we would find, at least later, that they were double entendres. The guy says that it's cold, and he says, yes, it's cold and it's hard. And he says, it's time, Captain, and Connery says, it's past time, is what the English, well, no, there isn't any English. There's phony Russian, but that was the idea. And I think the English subtitle, which was on there, is that it's past time. Or no, wait, it's time indeed. It's time indeed. I don't know, as I said, I thought that was where the essence of the drama is, and you better start it there. Because the whole movie is about what's going on in this man's head. Voilà, ça va être sympa à traduire. En fait, moi, ce que je voulais faire voir, c'était le drame qui se déroulait non pas dans le décor, non pas dans l'eau, non pas sur le sous-marin, mais le drame qui se déroulait dans ce film et qui, à mon sens, se déroulait principalement dans l'esprit, dans le cerveau, dans la tête de ce personnage principal, interprété donc par Sean Connery. Et c'est la raison pour laquelle je voulais laisser la caméra filmer le plus longtemps possible son visage. Et les dialogues, quelque part, il y avait, je voulais vraiment, enfin j'espérais, en tout cas c'était mon espoir, que l'on comprendrait tous les sous-entendus qui étaient cachés, distillés dans le dialogue qui s'instaure à ce moment-là. Alors évidemment, il parle russe, enfin, il parle une espèce de russe dans le film, mais les sous-titres sont très... il y a un dialogue notamment, It's cold, donc il fait froid, ou alors It's time, la traduction, lorsque Sean Connery répond, c'est It's time indeed. Il y a de très légères nuances qui font qu'on devrait, en tout cas c'est mon espoir, que l'on puisse comprendre que le drame se noue à l'intérieur de la tête de ce personnage principal. C'est-à-dire que Sam Neill dit il est temps, et on peut traduire la réaction de Sean Connery par il est plus que temps. It's past time, il est plus que temps. Oui, voilà. Il est plus que temps. C'est ça. Et le sous-titre français dit c'est le moment de vérité, it's the moment of truth, qui n'est pas exactement la même chose. Mais ça marche. Ça marche. Alors, ce plan, cette séquence, cette idée de construire ce décor gigantesque,
ça indique vraiment que vous avez chez vous dans votre cinéma, il y a une obsession de l'espace. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la silhouette humaine, l'homme, occupe une certaine place dans un espace donné, qu'il soit à la fois perdu parce que cet espace peut être trop grand et en même temps qu'on sache toujours où il est. Donc je voudrais que vous nous parliez de l'importance de l'espace et de la géographie dans vos films et dans votre manière de concevoir l'action. On sait toujours où on est quand on est, même si l'action est confuse, on sait toujours où on est dans vos films. Well, we call them action movies, but in movies where there is physical conflict, it only has meaning if if a bullet starts here and goes there, a fist starts here and goes there. If you don't know where the people are and how what the environment is, I don't know how you could follow the conflict. Vous savez, on parle de films d'action, mais je crois que c'est, dans tous les films au sens large du terme, les films où il y a un conflit physique, un conflit entre les personnes, une bataille. Le sens que l'on peut apporter, le sens n'existe que si l'on sait d'où part la balle de revolver, par exemple, et où est-ce qu'elle s'arrête, en tout cas dans la tête de qui il s'arrête, ou d'où part le point et dans le visage de qui il s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne peut réellement comprendre les tenants et les aboutissants de l'action en elle-même que si on sait précisément où on est et où sont les personnages. Oui, mais ce sens du détail et de l'espace est quand même très très particulier chez vous, parce qu'on sait, il y a beaucoup de cinéastes d'action, en général moins intéressants, qui se moquent de la logique de l'espace, qui préfèrent capter un mouvement, une énergie, ou faire des effets avec de montage, par exemple, alors que chez vous, on dirait que le réel est toujours là. Voilà. I won't mention there is a style of filmmaking that is often, you use, with some of them they use many cameras. Okay, so they can't have the cameras in close to each other or in the middle of the action, in quotes. So the cameras are a long way away, so they have to use long lenses. Once you have a long lens, you have no geography. You have a two-dimensional cutout. If you are good at it, the way Tony Scott, for instance, his films were all made with long lenses and big flat images. But they were good. They were good images. Good. But if you compose with long lenses, you won't have geography. And if it's just an iconic face-off of two giant forces, then it works. But I don't know. When I was doing it, I didn't think about it. It was just, I'd seen loads of action sequences where I couldn't tell what was going on, and I wanted to know what was going on. As a spectator, as a boy, out there in the audience, well, how did he get around the Indians, or whatever? The essence of an experience of being in a place is being in the place. And that's part of, what movies are. It's the idea that you get to go and be in the time and place of someone else. I'm being unkind. You should go ahead and catch up. Non, it's okay. Tout d'abord, merci. C'est vrai que j'essaye d'y arriver, et je dirais qu'il y a certaines personnes pour qui, évidemment, cette espèce de réalisme dans l'action ne compte sans doute pas autant que pour moi. Multiplie les effets de caméra, je ne mentionnerai pas de nom comme Michael Bay,
Mais c'est vrai qu'il y a un style qui existe pour représenter l'action au cinéma. Ce style, c'est un style qui se fait en utilisant beaucoup de caméras, par exemple. Bon, ce n'est pas mon style, mais le fait d'avoir ces caméras-là, ce style dont je parle, c'est qu'on place la caméra finalement assez loin de l'action. Et ensuite, en plaçant 1, 2, 3, 4 caméras assez loin de l'action, on n'a pas de plan rapproché, on n'a que des plans éloignés, et on peut se rapprocher artificiellement de l'action en utilisant des téléobjectifs, donc qui permettent de zoomer, d'avoir. Mais lorsque l'on zoome, ce qui se passe, c'est qu'on perd le relief. On perd la profondeur de champ, on perd le relief, et donc tout devient assez plat, et tout devient très graphique et presque abstrait. Et on perd effectivement ce réalisme pour atteindre quelque chose de plus abstrait. Et c'est vrai qu'il y a des réalisateurs qui ont utilisé cette technique, mais qui étaient de bons réalisateurs. Je pense notamment, nous dit-il, à Tony Scott, qui était un excellent réalisateur et qui savait comment manier ce genre de technique. Mais pour les autres, eh bien, voilà, ils ne sont pas aussi bons. Et moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je voyais la chose. Moi, je pense que, si vous voulez, ça marche très bien lorsqu'on veut faire voir un face-à-face entre deux forces titanesques. Ok, certes, on peut faire des très belles choses. Mais en ce qui me concerne, faut savoir, nous dit-il, qu'à l'époque où je faisais ces films, je ne réfléchissais pas à ce point-là à la représentation que je faisais des scènes d'action, etc. etc. Je ne réfléchissais pas à outrance, ça se faisait et ça fonctionnait, mais je réfléchis maintenant sur ce que j'ai fait. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus instinctif dans la manière de faire. Et il faut savoir que moi-même, lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que je voyais des films, des westerns par exemple, eh bien, je voyais des scènes d'action et j'avais cette envie de réalisme que vous avez donc retrouvé dans mes films. Lorsque je voyais quelqu'un, par exemple un cow-boy tirer et puis tout à coup sortir de la scène et puis revenir intact, indemne, moi je me disais mais comment il a fait, comment il est sorti du truc, comment il s'est sorti de la situation. Et ça, c'est des questions que j'avais en tête et donc je voulais encore une fois essayer de filmer mes propres films de la manière la plus réaliste possible. Et puis aussi le fait encore puisqu'on parle de géographie, pour moi, le meilleur moyen de représenter cette expérience qui est donc l'expérience du film, c'est-à-dire de voir un film et donc d'être en quelque sorte projeté dans un espace et projeté à une époque en particulier, eh bien c'est vraiment de faire voir cet espace, cette géographie, cette époque de la manière la plus réaliste possible pour pas que le spectateur soit perdu dans quelque chose d'abstrait. Donc c'est vrai que le concret, le réel m'intéresse beaucoup. C'est vrai que c'est très beau cette idée de dire être dans un espace, c'est être dans un espace. Ça fait beaucoup penser finalement au cinéma de Howard Hawks, à la conception de la mise en scène qu'avait Howard Hawks. I think you always knew with his films where you were. Je pense qu'effectivement dans le cinéma de Howard Hawks, lorsqu'on regardait ses films, on savait toujours où on était. Right. There's another part of it, which is, and you just made me think of it because of the Howard Hawks thing. It's if you approach your audience honestly, you're not trying to create like advertising illusions to deceive them, then you should try to honestly give them the information of the dramatic situation, or the conflict situation, or whatever. And that's certainly true, and I hadn't thought of it, but that's certainly true in Howard Hawks' work, because it's honest. You know, he's honestly telling a story to people he respects enough to be truthful to. Vous m'y faites penser tout à coup lorsque vous parlez de Howard Hawks, et je pense que c'est un excellent exemple. C'est vrai que je pense qu'en tant que réalisateur, si vous êtes suffisamment honnête, c'est-à-dire si vous n'essayez pas de prendre le spectateur par la main pour l'emmener quelque part et en fait finalement le décevoir ou lui mentir, si vous êtes vraiment honnête avec le spectateur, eh bien cela va fonctionner. Et je pense qu'effectivement c'était l'approche qu'avait un réalisateur comme Howard Hawks dans ses films. C'était un réalisateur profondément honnête et qui n'essayait pas de mentir aux spectateurs, mais vraiment de leur faire voir sa réalité, sa vérité. Et donc effectivement, je vous rejoins sur ce point de vue.